Bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Captain America Civil War. 17e film de Marvel quand même, ça commence à avoir de la bouteille, et début de la tant attendue phase 3. Alors le film est vraiment génial, mais autant tous les autres semblaient se faire un peu suite, autant celui-là me semble un peu à part. Le film fait suite aux Soldats d'hiver et Ultron. On le ressent pendant le film parce que rien ne semble avoir été fait ou accompli. Même si les Avengers sont ensemble, de base ils sont dissociés et ont leur propre aventure. Le film se termine où Captain America dit à Stark que s'il a besoin, alors ils seront là. Mais c'est de toute manière comme ça que ça fonctionnait à la base. Il y a un peu cette impression de tourner en rond, de se répéter au niveau des deux précédents films cités. La fin du film n'est pas différente du début, de l'état où l'on avait laissé les personnages. C'est plus une conclusion par rapport à Captain America et Iron Man. Les personnages n'évoluent que très peu et suivent la lignée de ce qui avait déjà été traité. Ça donne la sensation que ce film est plus une transition, une intrigue annexe avant de reprendre le fil conducteur de la saga. Pour le conflit en lui-même, je trouve qu'il ne tient pas à grand chose. Ce n'est pas assez net comme controverse, pour qu'il y ait un véritable conflit entre les personnages. Du peu que l'on a, ça paraît hallucinant qu'ils en viennent à se combattre. Ils se sont déjà tous pris le chou dans les précédents films, mais ça ne les empêchait pas de combattre ensemble pour la même cause. Est-ce que Iron Man aurait combattu Hulk et Thor s'ils avaient été là et refusé de signer le traité? De plus, ils engagent des gens, comme Spider-Man par exemple, mais est-ce qu'il a signé lui-même le traité? Est-ce que la suite de tout l'univers Marvel tournera autour de cette division entre ceux qui ont signé et ceux qui restent indépendants? Genre dans l'épisode de Spider-Man, il sera cerné dans ses actions à cause du traité. D'ailleurs, quand il vient combattre, on ne sait pas vraiment quelles sont ses idées. Ça donne l'impression que n'importe qui se serait pointé chez lui, il l'aurait suivi pour se battre, quel que soit le camp en fait. Bon, tout le concept tourne quand même autour de la même idée que Superman et Batman. Doivent-ils agir librement ou être régulés par un gouvernement? Des règles tenues par l'homme, toujours en quête de soumettre la puissance et de l'utiliser comme bon lui semble. D'ailleurs, ça me fait penser au dernier film de Michael Bay, 13 heures, où l'on avait cette idée. Lorsqu'il y a l'attaque à Benghazi, tous les soldats qui se trouvent sur place ne peuvent pas agir et aller sauver des vies, parce qu'ils doivent d'abord attendre les ordres de leur hiérarchie, ce qui peut paraître juste aberrant. Donc là c'est un peu le même concept, où Captain America préfère rester libre d'action. Si on enlève les personnages de Spider-Man, la Panthère Noire et Iron Man, il ne reste pas grand chose pour ce troisième Captain America. Les rôles principaux semblent plus être Iron Man et Bucky, qui est vraiment omniprésent et au centre de toutes les intrigues, le reliant même aux parents de Stark. Au final, c'est un peu plus sur lui qu'on apprend des choses. D'ailleurs, à ce propos, si quelqu'un sait comment Captain America a pu être au courant que c'est Bucky qui a tué les parents de Stark, parce que ça reste un peu flou. Et j'ai trouvé la scène très légère concernant Bucky qui arrête la voiture comme ça un peu au milieu de nulle part, surtout transportant un truc aussi important, et avec une caméra plantée sur eux qui filmait tout, ça fait un peu bizarre comme ça. Mais quand on regarde comme ça un peu autour du film, on se rend compte qu'à la base Iron Man ne devait pas apparaître autant. Mais ça a finalement été décidé autrement car ça favoriserait d'éventuelles suites si on amplifiait son rôle pour le film. Donc ça fait un peu racoler, comme ces scènes sur ses parents, même si ça raccroche vachement bien les wagons. Et que la scène du départ où on le voit quand il est jeune, ça c'est vachement bien fait. En ce qui concerne l'intrigue, on reste dans le prolongement de celle d'Ultron, qui avait déjà accusé les Avengers d'être responsables de tout ce qui arrivait de mauvais, qu'ils en étaient la cause. On se souvient dans Iron Man 2 où Tony s'affichait clairement comme indépendant quand le gouvernement réclamait la propriété de ses armes. Ici, il est dans l'autre sens et s'en prend aux justiciers. Les expériences l'ont traumatisé et rendu son personnage plus instable que jamais. Il y a ses crises de panique dans Iron Man 3, le rêve éveillé avec le sceptre de Loki, son échec avec Ultron, la mort de ses parents. On peut rajouter à ça Pepper qui l'a quitté et l'accident de Rhodey. C'est un personnage qui crée pour la sécurité du monde, mais qui voit tout ce qu'il fait échapper à son contrôle. Le fait de signer les accords, au-delà de la politique, c'est un véritable enjeu afin de garder le contrôle sur lui-même, de ne plus être accusé, pouvant ainsi agir sous couverture d'une manière légale, comme pour se déculpabiliser des actions engendrées par ce qu'il crée, face à un Captain America qui assume ses actes et prend ses responsabilités. Il parle et agit en son propre nom, quitte à se mettre les gens à dos. C'est ce que Iron Man faisait lui-même auparavant. On ressent quand même bien la distinction entre les deux. À la fin du film, Captain America est entouré là où Tony est seul. Même dans le combat final, il y a ce travail d'équipe entre Steve et Bucky face à un Stark qui est tout seul. Ça reste dans l'idée où tout se déstructure autour de Stark, le laissant seul avec lui-même. Après, quand on regarde le film, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous étiez plus pour une team que l'autre, par rapport aux personnages dans la team ou par rapport aux idées défendues? Il y a plusieurs situations qui donnent raison au Captain et d'autres à Stark. Surtout pour sa vengeance à la fin, qui là est vraiment touchante. N'importe qui aurait pu s'identifier à ce moment-là. Bon, par contre, cet affrontement final, c'est un sacré concours de circonstances qui font qu'Iron Man se trouvait sur place.
Il est venu de sa propre initiative, pensant peut-être se tromper sur la situation. Donc ça tombait plutôt bien qu'il soit là juste pour voir la vidéo. Zemo aurait très bien pu montrer la vidéo dès le début du film et en 3 secondes Iron Man aurait retrouvé Bucky. Mais on est censé se dire que Zemo avait tout prévu depuis le début, retrouver Bucky pour que Steve prenne son parti et le protège contre Iron Man lorsqu'il lui aurait montré la vidéo. Tout ça emmêlé avec le traité signé et la destruction des autres soldats d'hiver. Zemo finit le film en laissant croire qu'il n'avait pas encore terminé. C'est le gars qui sort un peu de nulle part et parvient vraiment à créer un sacré bordel. Il fait un peu la même chose que Lex Luthor dans Batman et Superman. Le film est vraiment en 2 parties et sous 2 aspects de la Civil War. Celle de la phase publique des idées, avec un premier combat de groupe où tout le monde est présent luttant à l'extérieur, et le deuxième combat est interne, émotionnel, se jouant à l'intérieur du complexe. La mise en scène suit d'ailleurs cette distinction avec l'aéroport qui est un lieu large et ouvert à la communication, face au combat final qui est filmé en plan resserré, fermé sur les personnages, avec peu d'espace dans les plans. On ne cherche plus l'ouverture ou l'aération des idées. On est plus orienté sur le côté brut, lié aux motivations personnelles et déterminé des 2 héros. Avec Tony, il y a l'idée d'agir pour l'intérêt public, mais qui est déjouée à la fin par des intérêts purement personnels. Là où Steve semble agir pour lui-même, mais dont les actes servent un plus grand nombre. L'opposition des 2 parties est contradictoire, mais en chacune d'elles existe aussi une contradiction. C'est le combat du personnel contre le collectif, que tout être humain tente d'équilibrer en lui, forgeant ainsi son identité. On met bien en lumière le devoir envers le monde et les sentiments personnels qui se grèvent sur chaque situation. À défaut d'avoir un ennemi, ici on montre qu'il provient de l'intérieur. Il n'y a même plus besoin d'une véritable menace. Il y a quelques scènes comme ça qui pointent dessus, Captain America qui était distrait au début du film, ou encore la Vision qui lui arrive la même chose, provoquant la blessure de Rhodey. Chacun a raison et tort à la fois, et les 2 mènent à du négatif comme à du positif, d'où la scission de l'un contre l'autre qui se tient jusqu'à la fin du film, même si ça n'a pas vraiment de conséquences. C'est aussi là tout l'intérêt du combat final où Tony cherchait le contrôle mais finit hors de lui, alors que Captain America, qui était hors de contrôle gouvernemental, garde le contrôle sur lui-même. C'est le thème de ceux qui se battent pour une idée, qui concerne un groupe, et celui qui combat, comme Steve le dit lui-même à la fin, pour l'individu. Alors là-dessus, on a le personnage de la Panthère Noire qui veut lui aussi se venger de la mort d'un proche. Raison personnelle face à son père qui agissait pour le groupe. Chacun vient se venger d'un drame passé en causant un autre drame. Comme Zemo qui veut se venger de la mort de proches, tout comme Iron Man de ses parents. Ça fait un peu tragédie grecque, où l'on se venge en tuant quelqu'un dont un proche va venir pour se venger à son tour, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui finit par se refermer sur lui-même. Dans ce film, il n'y a pas de méchants, seulement des victimes qui réagissent, créant à leur tour d'autres victimes. Ils sont tournés vers le passé. Et ce qui est excellent et fait écho à tous les personnages, c'est que Captain America provient du passé. Il est l'incarnation de ce que l'on ne peut pas effacer. Son scénario tient d'ailleurs lui-même sur son ami d'enfance et la mort de Peggy. Le fait de décider enfin à embrasser la fille montre que ce personnage regarde vers l'avenir, il va enfin de l'avant. Alors dans tout ça, les scènes d'action sont plutôt bonnes. L'ouverture sur Lagos par exemple, on sent la puissance des coups, de leur impact. Il y a plein de subtilités dans le choix des plans et du découpage. Ça reste assez immersif, on ne lâche jamais le regard de l'action. La technique de la veuve noire, se faufiler comme un serpent autour de l'individu, ça c'est génial. Il y a aussi le côté ninja de la panthère noire, avec pas mal d'acrobatie au niveau du jeu de jambes, plutôt agréable quand on aime ce genre de gestuelle. Même Captain America le fait également à plusieurs reprises. Alors dans tout ça, on n'est jamais perdu. Même lorsque tous les personnages s'affrontent à l'aéroport, tout est toujours lisible et fluide. C'est un balai décor qui se déplace dans tous les sens, tout en gardant le repère de qui est avec qui et des liens qui unissent les personnages entre eux. Ça ne fait pas too much, même avec autant de personnages, tous les combats, les scènes d'action, on se dit jamais que c'est trop long ou que c'est abusé. Ça coule vraiment de source. C'est vachement bien géré et équilibré, on a le temps d'apprécier les capacités de chacun. Il y a aussi une bonne diversité des lieux, on va un peu partout dans le monde. Le film apporte beaucoup d'humour. La scène où Captain America embrasse Sharon et qu'on voit les deux dans la voiture avec le petit sourire, ou même la blague sur les chats pour la panthère noire. Il y a plein de petits tacles comme ça qui passent vraiment très bien, alors que le ton n'est vraiment pas à la plaisanterie quand le film commence. Sur ça, on a l'apparition de Spider-Man qui est vraiment excellente. Je crois que tout le monde est unanime là-dessus. Toutes ses interventions font mouche. Il est jeune, il est dynamique, plein d'humour, toujours quelque chose à dire. Il est en fascination devant les autres, même pendant le combat. Il a le temps de discuter de la technique ou des gadgets des autres, comme avec le bras de Bucky. C'est un personnage qui sort du lot. Il y a aussi la tante May qui est modifiée et qui se fait charmer par Iron Man. Elle est plus intéressante avec un vrai potentiel par la suite.
Moi, j'ai pas vraiment de préférence particulière pour les personnages. J'aime bien leur caractère et pouvoir de chacun. C'était bien de découvrir les deux nouveaux personnages, le côté dynamique et jeune de Spider-Man face au côté sérieux et plus posé de la Panthère Noire. Et on se demande quel va être le développement de ces deux personnages. Je suis un peu plus mitigé concernant la Sorcière Rouge et la Vision, leurs buts, leurs enjeux. Je suis pas encore totalement convaincu. Alors que symboliquement, la Vision c'est quand même du lourd, et pareil pour la Sorcière Rouge. Je sens pas vraiment la continuité. Elle est juste enfermée comme ça, comme une adolescente punie, et la Vision pendant le grand combat il est là, mais en arrière-plan. Alors que clairement ses pouvoirs sont immenses, et lui il est plutôt sérieux. Je trouve qu'il est un peu en décalage par rapport aux autres. Pas encore totalement bien intégré. Mitigé aussi sur d'autres trucs, par exemple ce combat à l'aéroport, quand on y pense, servait en fait pour que Captain America puisse se faufiler et partir en Sibérie. Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de tout simplement partir en Sibérie sans venir au combat? De toute manière, il ne savait pas où il allait, donc quoi qu'il arrive, il ne l'aurait pas retrouvé. Et aussi concernant le soldat d'hiver, ce qui me fait assez rire, c'est qu'après tout ça, finalement, on le renferme. En mode, si on a besoin de lui, on le ressortira du frigo, quoi. Exactement comme pour les personnages de l'univers Marvel. En mode, allez, on va mettre Spider-Man, la Panthère Noire, on ressort Hawkeye. Tiens, ici, ça ferait pas mal. Un peu à l'image du gouvernement qui les avait enfermés, ça fait un peu genre la production Disney qui fait sa petite cuisine. Lui, on va s'en servir, après hop, on l'écarte un moment, et si besoin, on recréera une intrigue dessus, etc. Il y en a qui ont kiffé le film juste pour Spider-Man ou la Panthère Noire. Ça fait un peu genre on paye pour savoir ce que l'on payera par la suite. Enfin voilà, le film ne tient pas en tant qu'unité. C'est la troisième phase et il y avait vraiment quelque chose de puissant à faire, qui pour moi n'est pas assez convaincant. Ça aurait pu aller bien plus loin, vers une situation insolvable par exemple, qui aurait eu de vraies conséquences. Là c'est un peu tout est bien qui finit bien. On revient au point de départ comme si rien n'avait été fait. Quelque part, si on voit pas ce film, ou si on le rate, ça changera pas grand chose à l'histoire ou à l'univers quoi. On sera pas du tout perdu quand on verra la suite des aventures. Même la musique est pas géniale, juste deux passages où ça ressort un peu, mais vraiment rien de saisissant. Mais ça le fait malgré tout, le film fonctionne très bien et il est très agréable. Et c'est ça le but au final, juste passer un bon moment sans réfléchir en sortant de la salle. Bon, le truc concernant le soldat d'hiver, ça m'a fait rire, mais on peut quand même y trouver un sens. Il y a un thème sous-jacent de conflit générationnel, puisque Iron Man est un homme d'aujourd'hui qui découvre la guerre. Et tous ces justiciers sont engagés un peu comme des soldats, là où Captain America est un vrai soldat. Et en plus qui provient d'une époque de guerre. Les conséquences sur son être ne sont pas du tout les mêmes. Mais la grande différence, c'est que Captain America a choisi de son libre arbitre d'être un soldat. C'est lui qui a voulu y aller. Il ne subit pas les choses de la même manière que les gens d'aujourd'hui. Donc son évolution me paraît assez claire, même si elle est un peu subtile. Quand il revient dans cette époque, on l'embarque directement dans une nouvelle guerre qui ne le concerne pas, au nom d'une cause qui n'est pas la sienne. Dans ce film-là, il se pose cette question de ce qu'il est. Et au final, comme pour le premier Captain America, il décide d'être libre et de pouvoir choisir sa cause. Il y a ce lien avec le premier, quand il choisit d'aller risquer sa vie pour sauver tout un régiment qui était entre les mains du Crâne Rouge. C'est d'ailleurs à cette même occasion qu'il sauve Bucky, quand on y pense, d'où sa grande présence dans ce film. Et il a pu accomplir cet exploit en se rebellant contre l'autorité. Au lieu d'aller se pavaner sur scène et jouer à la guerre, il y a été de lui-même et sans aucun soutien. Ça explique son caractère si déterminé sur l'individu, et sa capacité à choisir. Bon, au final, son évolution est un peu résumée dans sa lettre à Tony à la fin. C'est aussi pour ça que Bucky est si présent. Il est comme le fantôme du passé auquel on se confronte. Iron Man, lui, choisit de détruire ce passé en croyant avancer. Là où Captain America cherche plutôt à comprendre et à intégrer ce passé pour aller de l'avant. C'est un peu l'idée symbolique de renfermer Bucky à la fin, en mode le passé est apaisé. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore pas mal de choses à dire. Le film reste vachement divertissant, plein d'humour, il y a des bonnes scènes d'action, le plaisir se trouve dans l'apparition et la mise en scène de tous les personnages que l'on connaît très bien, la fraîcheur des nouvelles têtes, mais le scénario ne tient qu'en une ligne. Et pour un troisième film Captain America, ça n'apporte pas grand chose pour le personnage. Le film aurait juste pu s'appeler Civil War. Même si, comme je l'ai dit avant, il y a quand même une évolution pour le personnage. Et par rapport à ce que je disais, on favorise un peu plus le côté orienté vers l'avenir avec Captain America par rapport au déclin de Tony Stark. Donc ça justifie le titre. Mais on le ressent pas forcément quand on le regarde. Ce qui est bien, c'est que l'univers est vraiment gigantesque. C'est une série télé retranscrite au cinéma. Et c'est assez unique dans l'histoire du cinéma de faire autant de films sur un même fil conducteur à travers le temps. Rien que pour ça, c'est quand même vachement méritant. On a aussi la série des X-Men qui parvient à tenir la route sur la même base avec les mêmes acteurs depuis 2000 quand même. Mais on en parlera au prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Continuez à voir des films. Quant à moi, je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.
Thank you.